Je voudrais accueillir à nouveau à la session de fin de notre conférence 2017. Vous me le faites encore. Encore une fois, Catherine dérange votre agréable pause café. Mais j'aimerais présenter notre modérateur pour le panel qui, avec nos invités distingués, et vous présenter les gens et entamer les choses. Je crois que c'est la première fois que Orchestras Canada, vous savez qu'on est un peu anti-rétrograde technologique de Melody et de Christos Hatsis, qui est en Pologne aujourd'hui. Nous vous offrons donc un panel sur place, mais qui inclut Christos qui est en Europe, qui assiste à des présentations de ses œuvres et qui voyage. Donc, c'est génial qu'on a pu faire fonctionner ça. Je suis reconnaissante envers tout le monde pour leur collaboration. Donc, je vais vous présenter notre modérateur pour le panel d'aujourd'hui. C'est Clayton Windat. Et j'ai rencontré Clayton par le biais de notre travail avec le Canadian Arts Coalition en organisant ce qu'on appelle des Arts Days sur la colline parlementaire. Donc, il s'est présenté il y a peut-être 5-6 ans. Pour la première fois, j'ai été saisi immédiatement par amour. J'aime Clayton Windat. Il est intelligent, il est drôle, il exprime les choses telles qu'il les voit. Il est une personne très engageante. Sa volonté de parler, d'exprimer la vérité à ceux au pouvoir et qui estime les relations. C'est quelqu'un qui sait des relations et peut vous donner la vérité tout cru, si on veut, lorsque c'est nécessaire. C'est quelqu'un que j'estime vraiment dans ma vie. Dans son quotidien, il est le directeur de la collective Aboriginal Collectorial. Avant ça, il travaillait pour la galerie à Whitewater pendant 7 ans. Mais plus encore, c'est quelqu'un qui exprime vraiment l'esprit de l'artiste et du défendeur. Il est artiste actif, curateur, et c'est quelqu'un à qui j'ai confiance qui va dire ce qu'il en a à dire. Et bon, je vais arrêter de parler maintenant, Clayton. Merci beaucoup, Catherine. Donc voilà, c'est ce truc que si je parle pas devant, ça s'éteint. Donc je vais essayer de... Donc je suis un présentateur très passionné, donc cet ordinateur a peut-être la difficulté avec moi. Est-ce que ça va? On fait ça comme si j'étais Peter Mansbridge. Merci pour cette présentation, Catherine. C'est très important d'être ici. Je suis heureux que vous avez commencé à présenter notre relation. Ce genre de relation explique un peu comment la réalisation de ce panel qui était proposé dans différentes incarnations, c'est finalement terminer ce groupe de gens talentueux. Et on a travaillé sur une façon de faire la déconstruction, si on veut, du ballet, si on veut, mais comment de faire la déconstruction des projets institutionnels qui pourraient être un avantage de l'avenir. Parce qu'en fin de compte, on est conscient de l'histoire qui est ici et comment il pourrait y avoir des initiatives qui se concentrent sur les Premières Nations autochtones. Donc, ils auraient peut-être besoin d'être aiguillés dans une direction quelconque ou quelle direction ne pas prendre. Donc, plutôt que de moi qui exprime tout, je vais modérer plutôt que de parler. Je vais présenter ce groupe de gens qui m'accompagnent. Je pense que tout le monde peut voir Christos, que je ne sais même pas quelle heure que c'est chez lui, mais je suis certain que c'est pas très agréable.
Donc, je voulais dire merci pour mettre la table, si on veut, pour que Christo prenne le temps de faire ce qu'il fait et d'être où il est. Et avant, je ne fais pas une reconnaissance formelle du territoire, mais je veux reconnaître le territoire sur lequel on fait. C'était soulevé ce matin parce que, vous savez, faire une cérémonie formelle, c'est autre chose, mais de dire que j'ai pris ça du site web de McGill et ça fonctionne très bien. McGill dit à cette déclaration publique. Donc, connexion au territoire est intrinsèquement liée à l'identité indigène. Historiquement, le protocole culturel de reconnaître le territoire traditionnel symbolise l'importance de l'endroit et l'identité pour les peuples autochtones. Et je suis, ouais, c'est vrai. Spécifiquement pour cette région, c'est plusieurs groupes, mais on se concentre sur les Algonquins. Et que Montréal est un peu... Comment dire ça encore? C'est comme... Ganganeka. Gagné-Kahaka. Vous voyez? C'est assez extraordinaire. Je connaîtrais... Si j'habitais ici, je serais en mesure peut-être de parler l'algonquin. Mais c'est drôle parce que ce matin, lorsqu'on a soulevé la question, j'ai fait ce que tout le monde fait avec les reconnaissances, que je sors mon téléphone et je commence... je fais une recherche Google, savoir comment le faire, et je le fais à la place de quelqu'un qui fait de façon officielle. Donc, je veux reconnaître leur absence que c'est ma version un peu à l'escompte de faire ça. Bon. Ma version à rabais. T'es dans une église, les gens ne rient pas. Donc, plutôt que de lire vos bios, je veux simplement présenter les gens. On termine avec Christos, afin que Christos va vous demander de dire quelque chose dans quelques instants. Je m'appelle Clayton Windat, je suis artiste, écrivain, je travaille pour les Aboriginal Territorial Collective et je suis ici pour parler de la déconstruction de Going Home Star. Voulez-vous parler, vous donner votre propre bio? Je sais que tu peux le faire. Je suis Lee Marigold. Dans ma langue, la façon de vivre veut dire art. Jeff Hurd, j'étais directeur du Royal Winnipeg Ballet et coproducteur avec... C'est pas bon, je suis pas de son. Bonjour, je suis Christine Friday. Christine, je m'appelle Christine Friday. Je viens de Friday's Point, à l'Ectomaguet, qui est au nord de North Bay. Je suis à Ottawa, je suis artiste, danseur, chorégraphe indigène. Je fais beaucoup de travail avec les jeunes et je suis ici pour partager ma perspective en tant qu'artiste sur Going Home Star. Bonjour, je m'appelle Sarah Rock. Je suis Anishinaabe Métis de Killarney, Shibanoning, Killarney. Ma mère est Anishinaabe, mon père est européen. Mon historique, si on veut, j'ai passé 10 ans au Ontario Arts Council dans le bureau des arts autochtones. Donc, je pense que j'apporte ce morceau au panel si on travaille à l'intérieur des institutions. J'ai travaillé avec l'Office national du film. Donc, mon historique est aussi dans le côté activisme. Donc, je suis ici pour parler des changements organisationnels et des changements à l'intérieur des institutions. Bonjour à vous tous, je vous accueille tous. Je m'appelle Jum Boy. C'est mon vrai nom. Mon nom européen, c'est Steve Wood. Je suis de Sad Lake, en Alberta. Je suis Cree. Je suis aussi enseignant de langue Cree au secondaire et je dirige un groupe de musique traditionnelle que j'ai formé en 1982, qu'on appelle Northern Cree. Et
moi et mon groupe, nous jouons un petit rôle dans la production de Going Home Star. Bonjour, mon bon ami Christos, qui j'espère que vous êtes bien reposé. Je suis heureux d'être ici. Et Christos, voulez-vous dire quelque chose pour leur donner un peu d'historique? Oui. Compositeur, première génération, immigrant de Grèce, par le biais des États-Unis où j'ai fait bon nombre de mes études. Et je suis né à Toronto en 1982 et j'ai vécu dans la région depuis. Merci beaucoup. J'adore la technologie tellement. Merci beaucoup. Donc, comme vous pouvez voir, nous avons un panel quand même assez large, environ 1 heure pour un peu plus long. Bon, on va aller aussi longtemps qu'on veut. Les gens ils ont rien à faire. Lee a quelque chose à dire ou tu as quelque part à... Moi, il faut que je sois quelque part, là, moi, là. Donc, je pense qu'un des points de départ... Problème technique. Donc, je pense que le point de départ peut être de reconnaître d'où vient ou l'origine du projet et que ça s'est produit et pour reconnaître le climat dans lequel on se trouve, on peut commencer à parler des prochaines étapes et d'où tout ça vient et la direction que nous allons prendre. Donc, peut-être Jeff pourrait parler un peu de certaines des choses, des idées pour nous mener, ouvrir le chemin, quoi. Les gens peuvent s'exprimer chemin faisant. Merci. Donc, un peu l'historique de comment on s'est rassemblé, si on veut, à ce sujet. Donc, il y a plusieurs années, le Royal Winnipeg Ballet avait présenté un ballet basé sur l'ecstasy de Rita Jones. Et c'était comme... donc, c'était commandité par les Manitoba Indian Brotherhood. Je pense que ce ballet était d'un endroit et d'un temps, mais il y avait un aîné dans la communauté de Winnipeg et un fan de ballet, Mme Richards, qui avait suggéré au directeur artistique que quelque chose d'autre devrait être fait, basé sur la communauté et l'interrelation, quoi. Et cette idée est restée sans avancée pendant plusieurs années. Et plusieurs années plus tard, l'idée du 75e anniversaire pour le Royal Winnipeg Ballet, et plutôt que de faire un autre Peter Pan ou quelque chose de ce genre, on voulait faire quelque chose pertinent en ce qui est où nous vivons et existons au Canada. Un bon nombre d'idées ont été présentées. On avait un membre du conseil extraordinaire, Tina Keeper, et elle était impliquée du comité de production avec l'équipe artistique. Elle a commencé à parler de la commission des réconciliations et de vérité. Et donc, le ballet a commencé à penser, si on veut, réfléchir sur où nous vivions, ce qu'on voit et ce qu'on vit en tant que tel. Et le ballet a commencé à avoir une vie, et avec les indications des aînés dans la communauté, avec la direction des membres de la commission, on a passé 2 à 3 ans à faire de la recherche et déterminer où on devrait aller avec ça. Et finalement, c'est en ce moment Going Home Star qu'on a lancé en 2015 à Winnipeg. Et on a fait une tournée à certaines places au Canada. Donc, et c'est de là que vient le ballet. Donc, c'était un club conglomérat de gens qui étaient impliqués. Et je dois dire que pour nous tous, qui croyons connaître notre histoire, un peu de notre histoire et notre identité canadienne, disons, je crois que c'est devenu très éducatif. Et j'espère, si on écoute, si on entend certaines des choses dont on parlerait sur le panel, j'espère qu'on continuera à apprendre de cette expérience et
des perceptions des réalités et des différents points de vue. Et c'est très important si on réfléchit à comment on élabore des projets de l'avenir. Donc, je vais laisser ça là pour l'instant. Et alors, ça me donne un point de départ. Tout le monde connaît la production. Et une partie de ce panel, une raison d'être, c'est que certaines des personnes qui sont sur ce panel sont les voix critiques de la production même. Des gens qui ont porté attention au manque du projet, que ce soit le contenu, la structure ou les résultats. Et peut-être, je pourrais demander à quelqu'un comme Lee, je peux voir que vous réfléchissez beaucoup, en tout temps, quoi, tout le temps. Aussi quelqu'un d'autre avec quelque chose de spécifique pour lancer de balle en parlant du projet et comment ça alimente la notion des droits et donc c'est assez c'est plutôt vrai et intensif pour moi, intense plutôt pour moi d'être ici avec vous tous. Je portais ça depuis plus d'un an et demi après avoir vu la production à Ottawa au Centre national des arts et je suis Anishinaabe, que j'ai pas dit avant, mais ma mère est Cree, Algonquin, mon père est irlandais, italien et je suis très connecté à ma communauté et à la terre d'où je viens. Ma mère est allée dans un pensionnat à Chingwak, mon oncle aussi, et ma tante. Et je suis allé à l'école de Winnipeg Ballet comme une jeune fille. J'ai quitté la maison à l'âge de 14 ans pour vivre un rêve. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai quitté l'école après 3 ans parce que, à l'époque, ce n'était pas moi, si on veut. Donc, comme une jeune fille brave, je leur dis merci pour tout ce que vous m'avez donné, mais c'est pas ce que je suis, quoi. Et mon cheminement, mon travail est de qui je suis, d'où je viens, et c'est enraciné dans cette expérience. Alors, je suis allé voir le spectacle, si on veut, avec ma mère, et pour quelqu'un qui a de la difficulté en tant qu'artiste, c'était très intense pour moi plutôt de regarder. J'étais en état de choc, j'étais choqué par ce qui était sur scène, et pour moi, c'était égocentrique en tant qu'art qui n'avait pas un reflet réel de notre expérience réelle et notre histoire réelle. On semble avoir sauté par-dessus cette vérité parce que ça nous met mal à l'aise. On est allé directement à la réconciliation. Même au-delà de ça, il faut de l'action. Mais on va venir à ça parce que j'espère que c'est ce qui va en sortir. Pour voir ce qui était présenté sur scène. Oui. Donc, alimenter les stéréotypes. Et ce qui est dangereux de ce côté, c'est que ça a été transporté à un grand auditoire, prestigieux même. Et pour moi, je me posais la question, quelle était l'intention de cette œuvre? Pourquoi ils ont-ils fait ça? Et pour moi, mon travail et mon art, c'est une question de transformation et la guérison se passe dans ce processus. Je partageais avant que je suis né dans ma famille comme artiste danseuse contemporaine pour exprimer la vérité de ma famille et de ma communauté et de ma nation. Et pour conter nos histoires, passer à travers les choses. Pour moi, l'art, c'est pas j'ai jamais été dans cet endroit, je disais faisons telle chose ou telle autre chose. C'est plus ça territ sur moi, c'est très réel. Et j'évolue à travers tout ça. Comme une jeune fille, je créais des pièces de ce que je passais à travers dans ma vie. Et je faisais une performance, j'apprenais à mon sujet. Alors, ce que j'ai vieilli, c'est de une plus grande vision avec plus grande responsabilité. Donc, pour moi, l'art
C'est une question d'évolution de la vie. Il n'y a pas de séparation de ça. Et pour moi, tout est une question d'intention parce que être artiste, je fais ce que j'aime faire. Je suis un peu à côté du sujet, mais il n'y avait pas de vérité dans la performance, dans la prestation. C'était déconnecté. Ça semblait être mis ensemble avec grande attention, mais pour quelle raison? Alors, je ne demande pas. Quand ma mère était jeune fille, chaque nuit, les religieuses lui disaient, « Ah, on est désolé que tu sois indienne, mais c'est correct maintenant parce qu'on est ici pour te sauver et pour t'aider. » Et lorsque ma mère a passé 10 ans là, lorsqu'elle est rentrée à la maison, il y avait une déconnexion, si on veut, avec la famille. Et je partage ça. Vous pouvez nous retirer notre langue, notre terre, vous pouvez décomposer nos familles, mais vous ne pourrez jamais tuer notre esprit. Et mon esprit est vivant. Et après avoir regardé cette pièce, je me suis dit, je suis tellement inspiré à créer l'œuvre la plus incroyable, à montrer et partager avec les gens qui vraiment nous sommes et c'est quoi notre être en tant que peuple et ne pas avoir peur de la vérité parce que les choses peuvent être ça peut être laid, mais à la fin, on s'unit. Et c'est là que je vais commencer. J'espère que c'est pas mon seul moment parce que... Oui, là tu n'as plus le droit de parler, donc je lâche pas le micro. Donc, et aussi pour creuser plus profond, non seulement dans nos communautés, il y a beaucoup d'entre nous, ça semble être les mêmes artistes qu'on emploie dans la performance et dans les œuvres collaboratives, mais nous sommes beaucoup, il y a beaucoup d'entre nous. On aurait pu mettre tous des artistes contemporains de danse dans cette œuvre, si on avait pris le temps de les trouver, parce que nous sommes ici, on est vivants. Et il y a tellement que je crois que je dois partager parce que c'est un instant important. D'abord, lorsque j'ai vu cette œuvre, lorsque ça se produisait, je me disais, bon, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais protester? Est-ce que je vais manifester? Est-ce que je vais danser dehors dans la neige? Je disais, c'est vrai, tu veux voir la vérité des danseurs autochtones contemporains? C'est ridicule, les gens vont penser que je suis complètement débile. Et je voulais regarder la pièce et ce que j'ai fait. Et je travaille dans les écoles. Je suis danseuse power aussi. Je présente la danse contemporaine. Je parle l'histoire de ma famille, qui nous sommes, d'où nous venons. Et je termine avec une danse avec un voile. Donc, je ne danse pas pour danser. Il y a une raison, il y a un objectif. Et pour moi, c'est la cérémonie. Il n'y a pas de différence. Et pour moi, ma vie, c'est la cérémonie, quoi. Même cet instant même. Donc, Lee, bon, vous m'entendez? Je vais revenir à ce qui était avant Going Home Star. C'est basé sur quelque chose. C'est basé sur l'invasion, le viol et des femmes autochtones. Et disons, notre meurtre aussi. Avouons-le. Finalement, nous avons une commission sur les femmes autochtones assassinées. Et c'est emballé dans le secret. Personne ne sait ce qui se passe dans cette commission. Mais c'est type aussi de l'invasion canadienne. Donc, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est les Canadiens qui ont participé dans ce projet ne sont pas vus dans ce contexte. Donc, il n'y a pas d'histoire là. Il y a des morceaux qui sont un peu voyeurs, mais regardons la commission aussi. Il n'y a pas de vérité dans la commission. Dans la commission de vérité et réconciliation de l'Afrique du Sud afin de ne pas être envoyés en prison, les coupables devraient confronter les gens qui ils ont fait du tort. C'est pas ce qui s'est passé ici. Des gens autochtones sont levés et ont exprimé ce qui s'est passé.
Les Européens qui ont fait ça ont été garantis qu'il n'y ait pas d'accusation, qu'importe ce qui sortait de cette commission. Donc, c'est le premier gros mensonge. Et ils ont convaincu 15 000 personnes de s'entendre. Des gens qui étaient désespérés qu'on entende leur voix. Et permettez-moi de vous dire, des gens qui sont désespérés ne prennent pas de bonnes décisions. Et nous sommes dans des circonstances désespérées depuis plus de 500 ans. Et aucun Canadien que je connais s'est assis ou s'est demandé qu'est-ce qui se passe. Après génération, qu'est-ce qui se passe? Voici ce qui s'est passé. Ils ont consulté des aînés. Nous ont-ils dit, je les crois. Mes aînés, dans les années 70, étaient aussi colonisés que sont les aînés aujourd'hui. Lorsque vous dites à quelqu'un à chaque jour, voici, si on continue de traiter quelqu'un de trou de cul, il éventuellement se comporte comme un trou de cul. Si vous faites que les gens sont désespérés, ils deviennent désespérés. Mais la deuxième chose, c'est notre sentiment de courtoisie. Mon père est un homme courtois, mais je sais qu'il n'aimait pas les Blancs beaucoup. Il n'aime pas beaucoup les Blancs. Et je lui ai posé la question devant ma fille parce que j'adore ses réponses, c'est toujours drôle. J'ai dit, papa, pourquoi tu n'aimes pas les Blancs? Il a dit, on était sur la route. Qu'est-ce qu'il parlait? Rush hour. Des Russes ont... OK, l'heure de pointe en anglais, c'est rush hour. Donc, et c'est pas rush, on n'est pas pressé. Donc, comment faire confiance à quelqu'un qui ne peut pas dire la vérité au sujet de la chose la plus simple? Il dirait jamais ça à un homme blanc. Et il dirait toujours oui. Et je vais vous dire, compter l'expérience qu'il y a eu dans l'industrie des arts. Ma tante a fait a écrit une pièce de théâtre et j'étais dans cette pièce de théâtre. Et ils ont demandé à leur ami George Reagan de travailler sur cette pièce et il a fait le droit d'auteur ou je ne sais pas ce qu'on fait pour voler le travail des autres et il a changé la fin de Young Jamie Paul qui combat les attaquants afin que Rita puisse s'évader. Il a changé ça il a transformé ça au viol et au meurtre de Rita Joe. Et ma mère s'est disputée avec mon grand-père pour ne pas être dans cette pièce parce que Michael avait fait ce qu'il avait fait et mon grand-père a dit « Laisse faire, nous savons qui l'a écrit, cette pièce. » Et ça a causé une déchirure dans notre famille qui commence maintenant à guérir. Et on s'est rendu compte que mon grand-père, autant qu'il était un être merveilleux, extraordinaire, ces 10 ans en pensionnat ont fait quelque chose, l'ont affecté d'une certaine façon. Je veux que vous le compreniez, ça. Mon grand-père s'est battu pour nous toute notre vie et il ne pouvait pas se lever et confronter Raiga et dire « Pourquoi as-tu volé la pièce de théâtre de ma fille? » Alors, Raiga est connu comme étant l'auteur de la pièce The Ecstasy of Rita Joe. C'est l'histoire des peuples autochtones dans ce pays. Chaque chose qui était à nous appartient au Canada. Et je ne vois pas les Canadiens dire « Mais comment est-ce que ça m'affecte et comment vous me percevez? » C'est l'histoire que vous pouvez compter parce que c'est la seule que vous pouvez raisonner. C'est la seule que vous connaissez de façon intime. Je ne connais pas comment c'est de coloniser quelqu'un. Vous le savez. C'est ça l'histoire que je veux entendre. Vous ne savez pas comment c'est d'être colonisé. Pas l'auteur de cette pièce Going Home Star ou l'auteur qui a volé la pièce de théâtre de ma tante.
Nous connaissons ces histoires. Christine connaît cette dette, cette danse. Et mais quelle honte pour le Canada. Bon. Ça va, on va prendre quelques instants parce que le microphone ne fonctionne pas. Je sais, hein? Qu'est-ce que je peux te dire après que tu dis ça? Hein? C'est dit, hein? Bon, parce que on aurait dû vous demander de terminer avec ça. Ça va être difficile à parler, de parler pendant l'heure qui va venir. Est-ce que vous pouvez... Donc, Sarah Rock. Je vais être la femme brave de suivre. Donc, je crois qu'il y a quelque chose de très puissant dans ce que dit. Vous avez dit ce matin au déjeuner, et c'est l'idée de se regarder. Et c'est lorsqu'on de se regarder personnellement, mais aussi à nos institutions dans lesquelles on se trouve. Et souvent, il y a beaucoup de résistance à ce processus de décolonisation à l'intérieur de nous et dans nos institutions. Mais je compare à des nœuds dans notre corps. Et dans nos institutions, nous avons ça aussi. Il faut regarder cette dissonance et régler le problème. Sinon, ça va nous faire vraiment du mal si on ignore les nœuds qui sont dans notre corps. Et de comprendre dans les institutions, c'est souvent dans le leadership, mais c'est pas juste le leadership, c'est tout le monde à l'intérieur de l'institution qui doit se regarder, et les autres institutions, et là où nous créons des barrières, où est-ce qu'on perpétue le racisme systémique et les inégalités. Je vais simplement dire sur notre personnel que j'ai travaillé pendant 10 ans au AOAC, David Parsons, c'est bien de le voir. Et on est positionné, je dirais, nous sommes devenus chef de file dans notre politique, mais il y a tellement plus de travail à faire pour décoloniser notre institution. Ça prend environ 7 ans avant qu'il y ait eu un changement de leadership où nous reconnaissons la terre, par exemple, ou le territoire. Et la résistance peut être à l'intérieur de notre organisation, dans côté communication, les opérations. Chaque organisme, si on veut, de votre institution doit passer à travers cette rétrospection ou cette introspection plutôt. Et pendant plusieurs années, j'ai perçu mon poste comme étant une traductrice pour les leaders, mais plutôt comme traductrice ou interprète, parce que je sais que la communauté d'artistes autochtones m'exigerait beaucoup de choses et me le dirait lorsque je faisais pas la bonne chose. Et il y avait une double responsabilisation pour les Autochtones. Et on est d'abord responsable pour nos communautés. Et donc, je me suis considéré manifestante, si on veut, active pour mon groupe dans le AO Arts Council, le Conseil des arts. Et en novembre 2015, j'ai eu un diagnostic de cancer. Et soudainement, je connaissais maintenant que mon cheminement était contre les institutions, être confronté à l'institution de la santé. Et j'étais terrifié de révéler mon côté autochtone, et je reconnais mon privilège pour que je puisse passer comme une blanche et ne pas être obligé de révéler cette information. Et c'est vraiment bien recherché dans le domaine de santé que les Autochtones, avant qu'ils vont à une salle d'urgence, il y a un genre de stratégie qu'on établit avant de s'engager avec une institution auquel nous n'avons aucun pouvoir, mais aussi la terreur, possiblement, de perdre notre vie parce que, à cause de ces inégalités. C'est vrai. Et dans ma vie, c'est très vrai. J'ai 2 amis qui ont eu
un impact physique dans leur vie et une incapacité à cause d'un mauvais traitement à l'intérieur du système de santé. Donc, dans cette expérience, et maintenant que je suis revenue et que je retourne à mon travail au Conseil des arts, j'examinais des modèles et comment est-ce qu'on ne permet jamais à qui que ce soit, à une personne autochtone de venir chez nous et de sentir cette terreur, ou comment est-ce qu'on peut rendre ça un lieu amical et pas seulement médiocre? Comment est-ce qu'on peut le rendre plus ouvert? Et je crois que les modèles sont là, dans le système de soins de santé. Et je commence du travail dans la sécurité culturelle et comment on peut traduire ça dans un environnement des arts, parce que les gens, peut-être qu'ils ne meurent pas physiquement, mais les organisations des arts peuvent être, où les gens peuvent être très endommagés, souffrir des dommages si on ne se regarde pas nous-mêmes. Je vais arrêter ici. Un point concernant la sécurité culturelle, par exemple, c'est que ça s'éloigne de cette idée de sensibilité culturelle. Donc, souvent, lorsque j'ai commencé au AC, ils m'ont dit, est-ce que je peux faire un atelier sur la sensibilité culturelle? Et je me suis dit, mais je suis pas formée pour faire ça. Et je suis mal à l'aise et c'est pas durable. Et j'avais l'impression qu'il y avait toujours que c'était toujours comme exotique. Donc, les gens veulent en apprendre sur les peuples autochtones parce qu'ils veulent en prendre un morceau. Donc, peut-être qu'il y a un gain spirituel ou quelque chose dont ils peuvent se servir eux-mêmes personnellement. Donc, j'ai dû travailler avec beaucoup d'aînés pour comprendre quand est-ce qu'on fait un smudge avec l'Institut ou quel est mon rôle lorsqu'il est question de protéger la culture. Mais la sécurité culturelle, c'est une idée qu'on va du respect pour les autres vers cette idée de compétences culturelles et pas une liste de vérification où on peut naviguer avec une compréhension historique et on peut se regarder nous-mêmes pour naviguer lorsqu'il y a des conflits. Je vais arrêter là. Non, c'est pour ça qu'on est ici. Si on veut aller de l'avant, il va falloir avoir ces discussions. Donc, j'imagine que j'adore ce micro. Oui, il interagit avec moi. Donc, j'aimerais dire que on reconnaît des grands problèmes systémiques au sein de tous les aspects du Canada. Et lorsqu'on parlait plus tôt, Steve a soulevé le fait qu'il y avait des points d'éducation qu'on essayait d'atteindre dans le projet. Peut-être que Steve, vous pourriez en parler un petit peu si vous voulez. Je suis meilleure lorsque j'écoute. Je disais à mes panélistes ici, aux autres panélistes, qu'un des enseignements que j'ai appris, le premier enseignement CRI, c'est le premier enseignement de vivre une bonne vie, c'est Namahi Tamwe, qui enseigne à tous nos enfants de bien écouter, d'être à l'écoute et d'obéir à nos parents et à nos enseignants. Donc, j'aime écouter en premier et écouter les pensées des autres. Vous savez, lorsqu'ils m'ont appelé pour que mon groupe fasse partie de ce projet, je me suis posé des questions parce que lorsque j'étais à ma première visite pour les rencontres avec des gens que je n'avais jamais rencontrés, pour un projet auquel je n'avais jamais songé parce que je suis jamais allée à un ballet de ma vie. Je l'avais seulement vu à la télé. Et c'était pas quelque chose qui... Je comprenais pas vraiment le ballet à la télé. Et pendant que j'étais en avion, je me disais, je me demande, c'est pourquoi ce projet-là?
Et j'avais entendu parler de la réconciliation, bien sûr, parce que j'ai passé 8 ans dans un pensionnat lorsque j'étais un enfant. Mon père chantait tous les matins et il chantait une chanson et je m'en souvenais. Et c'était la beauté de mon domicile à l'époque. Et un jour, il y avait un panneau jaune, une voiture avec de police qui est venue chez nous. Et comme toujours, on se cachait derrière la maison lorsqu'il y avait quelqu'un qui venait chez nous parce qu'il n'y avait personne qui venait nous visiter. Et on n'avait pas de véhicule. Et ensuite, ma mère nous a appelés et elle a dit qu'on devait suivre ces gens. Et je me souviens, mon frère, mes frères et mes sœurs, on pleurait parce qu'on ne voulait pas partir. Et on ne savait même pas où on s'en allait. Et je me souviens, lorsqu'ils ont ouvert la portière de la voiture, il n'y avait aucune fenêtre. Juste en arrière, il y avait 2 petits-enfants qui étaient là, ils avaient l'air terrifiés. Et je me souviens, je suis entrée dans le véhicule. Et plus tard dans ma vie, j'ai découvert que c'était seulement à 15 000 de la réserve. Parce que je suis allée à un pensionnat qui s'appelait Blue Quills. C'était un des derniers pensionnats qui a été fermé dans les années 90. Et je pensais à ça lorsque je voyageais. Et je me demandais, est-ce que c'est une de ces choses où le gouvernement investit de l'argent dans quelque chose, puis il y a plein de gens qui font beaucoup d'argent et ça ne fait pas grand-chose. Comme les affaires indiennes. Parce qu'on donne un budget d'1 milliard de dollars aux affaires indiennes. Mais en fait, les gens de la société canadienne se disent, pourquoi est-ce que tous ces Indiens ont tout cet argent? Ces gens des Premières Nations. Qu'est-ce qu'ils font avec cet argent? Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que, disons qu'on prend 1 milliard de dollars qui est donné aux gens des Premières Nations, supposément. La grande majorité de ce montant ne se rend jamais aux réserves. C'est tout pris dans la bureaucratie. Au moins 800 000 ou 900 millions. Je me demandais si la même chose allait survenir. Parce que je ne comprenais pas vraiment le concept de ce ballet. Et ensuite, je suis allée, j'ai rencontré certaines des personnes impliquées. J'ai rencontré un gars. Et à Mouniao, dans la culture Mouniao, alors, dans la culture du blanc, il parlait de cette aura, de cette lumière qu'on voit autour des humains. Dans notre langue, on appelle ça Tiatak, c'est l'esprit. Et lorsqu'on est dans la présence d'une personne, on peut voir, sans même les toucher, on a cette perception d'eux. Et j'ai rencontré ce gars, et je pouvais voir qu'il avait un sentiment à l'intérieur de lui, un sentiment d'authenticité. Et lorsque j'ai appris à le connaître, j'avais raison. J'ai vu que j'avais raison. Et lorsqu'il m'a demandé de chanter une chanson, je lui ai chanté la chanson du deuil ou la chanson du matin. Et bien sûr, il a bien aimé cette chanson et ça a été intégré au ballet. Et la chanson du matin nous parle du réveil de l'esprit à tous les jours, lorsque le soleil se lève. Mais ce matin-là, j'oublierai jamais. J'en ai parlé à Jeff. Je me suis levée ce matin, environ 6 heures. Même avant, je suis allée dehors. Et j'ai fait un smudge parce que le soleil se levait. Puis il y a un gars qui est venu me voir.
Et il a dit, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, j'essaie de brûler l'hôtel. Il a dit, ah! J'ai dit, ben non. Vous connaissez, vous savez, l'eau bénie, ben c'est la même chose. Mais je fais ça tous les matins. On m'a enseigné ça il y a très longtemps. Lorsqu'il faisait, et il y a beaucoup d'avantages et de désavantages dans tout ce qui est développé. Il y a toujours les aspects négatifs et positifs. Et lorsque j'étais au pensionnat, j'ai appris à vraiment me concentrer sur le négatif. Mais en vieillissant, j'ai commencé à voir les côtés positifs. J'essaie toujours de voir le côté positif. Et je pensais à ceci en cours de projet et je me demandais combien de gens des Premières Nations vont regarder ça. Combien de gens des Premières Nations regardent le ballet? Mais dans ma communauté, probablement personne. Et j'y pensais et je me suis dit, mais qui regarde le ballet? Et ensuite, je me suis dit, ben les Blancs. Les gens qui ont de l'argent. Donc, qui est en charge des politiques dans le pays? Bien, les gens qui ont de l'argent. Parce que c'est comme ça que la société est établie. Si on a de l'argent, on va prendre des décisions. Et j'y ai pensé et je me suis dit, combien de ces gens connaissent les vraies histoires des pensionnats ou des peuples des Premières Nations? Et avant, je pensais toujours que tout le monde connaissait ces histoires. Mais j'ai appris que beaucoup de Canadiens ne connaissent pas l'histoire parce que les gens qui habitent dans la ville à côté de la mienne ne connaissent même pas les gens de notre réserve. Et ce qui est arrivé, tout ce qu'ils savent, tout ce qu'ils connaissent, c'est des innuendos, des choses qu'on leur enseigne à l'école ou dans leur maison. Donc, ils ne nous connaissent pas vraiment. Et ces apprentissages sont faux en passant. Ces apprentissages sont faux. Et je me suis dit, peut-être qu'avec quelque chose comme ça, comme ce projet, qu'il pourrait y avoir un réveil pour ces gens. Et peut-être qu'ils vont commencer à comprendre, qu'ils vont essayer d'en apprendre plus sur nous. J'espère que ça va être le cas. Et peut-être que les décisions ou les façons dont ils nous parlent, ou la façon dont on fait affaire ensemble, ou qu'on améliore ce territoire ensemble, ce sera beaucoup mieux. C'est ce que je me suis dit. C'est pour ça que je me suis dit d'assurer la participation de mon groupe dans ce projet, ce serait bien pour les Premières Nations. Vous savez, j'entends encore tous les petits garçons dans le pensionnat tous les soirs. Et j'aime bien cette musique. Donc, j'ai décidé que ce serait positif, pas seulement pour notre groupe, mais ça n'avait rien à voir avec combien d'argent on gagnerait, ou ça avait tout à voir avec le genre d'impact éducatif ça aurait sur les gens, sur les spectateurs ou les gens qui prennent des décisions pour le pays. C'est ce que je pensais. Et je crois que c'est arrivé parce qu'on est assis ici et on en parle. Donc, je crois que c'est bien. Et bien sûr, il va y avoir des points négatifs qui vont en ressortir, comme vous avez entendu de mes collègues. Et ils ont raison dans ce qu'ils ont dit. Mais j'essaie de ne pas regarder trop des points négatifs. J'essaie vraiment de voir le positif. Parce que si on pense au positif à l'avenir, la prochaine fois qu'on va faire quelque chose comme ce projet, on va regarder tous les aspects négatifs et on va améliorer les choses.
Donc, on essaie de voir le positif qui est ressorti de cette production. Et je vais vous dire, j'ai entendu certains gens dire que c'est pas... Certaines des choses n'étaient pas vraies et d'avoir un homme qui viole un enfant sur la scène. Vous voulez savoir de quoi? C'est arrivé. C'est vraiment arrivé dans ces écoles. C'était la réalité. Et vous savez, certains, de sauver, de faire une fugue, de l'école. Moi, j'ai fait ça. J'ai fait ça avec mon frère. Je sens encore la clôture électrique lorsque j'y ai touché, Et j'ai eu un choc. Et j'allais le dire à mon frère. Et donc, j'ai fait tout ça. Je connais ces choses. On m'a rappelé d'une ligne ce matin que j'ai dit. Jeff, c'était quoi cet énoncé? Jeff, c'était quoi l'énoncé? Si ce n'était de nous, il n'aurait pas survécu. Vous savez quoi? Ce que j'entends de nos aînés chez nous, c'est qu'un jour, on va devoir aider tout le monde. Et ça me parle de la résilience de nos peuples. Je travaille avec une femme qui est venue un jour, puis elle parlait de Trump aux États-Unis, puis elle a dit, « Tu sais, j'ai dit à mon mari que s'il pousse ce bouton, je vais être sur la réserve avec les autres gens. » Et son mari a dit, « Pourquoi? » Et elle a dit, « Parce qu'ils ont de la résilience. S'il y a quelqu'un qui va survivre, c'est eux. » Après tout ce qu'ils ont vécu au cours des 500 dernières années, c'est eux qui vont survivre. Et moi, j'y crois. Nous sommes un peuple qui a de la résilience. Je veux dire quelque chose. J'ai entendu... Vous avez parlé de l'avenir. Et ça s'est terminé avec l'Apocalypse, mais... Mais ceci dit, la production était positive. Okay? C'était une bonne chose, d'après moi. C'est quelque chose de bien. Et vous savez, peut-être que je vais regarder un autre ballet. C'était une bonne histoire. Et merci à Christos de m'avoir donné cette opportunité. Sinon, quelle belle transition. Parce que j'étais sur le point de dire que je vois qu'on va commencer à parler des prochaines étapes. Mais j'aimerais bien entendre ce que Christos a à dire concernant son expérience dans cette production. Donc, j'aimerais entendre ses commentaires. Je ne vous vois pas, Christos, donc... Après toutes les choses que Steve a dit, j'ai oublié tout ce que j'allais vous dire. Alors, je vais improviser. Je dois vous dire... Je vais ajouter à ce que tout le monde a dit plus tôt. Je connais presque pas la pensée institutionnelle. Je fais partie d'une institution, j'enseigne à l'Université de Toronto, mais mon approche à la vie et à mon travail, c'est toujours une personne à la fois. Et c'est la façon que j'enseigne à l'université. Je ne donne pas de grandes idées ou de grandes structures aux élèves. Je veux seulement pouvoir faire une vraie contribution auprès de vrais gens, peu importe qui ils sont, peu importe qui je rencontre dans ma vie. Et tout ce que je fais est basé sur les droits humains. Je ne peux pas travailler autrement. Donc, je n'ai pas initié ce projet. J'ai été approché par Mark Walden, le chorégraphe. Alors, il avait écouté beaucoup de musique, puis il a décidé qu'il voulait que je participe au projet. Mark, c'était un étranger. Je le connaissais pas du tout. Je connaissais le ballet de Winnipeg, mais on n'avait pas de relation avant ça. Donc, lorsqu'il m'a dit quel était le projet, ce qu'était le projet,
je lui ai dit, ben il va falloir qu'on se rencontre et qu'on passe une fin de semaine ensemble et pour écouter beaucoup de musique. Il a dit, ce genre de ballet ne fonctionnera pas avec l'orchestre symphonique. J'ai dit, ça nous prend des chanteurs autochtones. Donc, on a commencé à écouter. On est allé sur YouTube, on a écouté des CD. Et les deux voix qui, à mon avis, étaient importantes, non seulement parce qu'elles mentaient, mais aussi parce qu'elles allaient au-delà des caractéristiques culturelles. Autrement dit, ça pourrait rejoindre des gens qui ne connaissent pas nécessairement le contexte culturel. C'était les Cree Singers. On a décidé qu'on allait collaborer avec eux. L'autre chose que j'ai demandé au début, c'est que je ne voulais pas commencer la composition de ce projet avant qu'on se rassemble tous. Alors, Tania, Steve, Mark et moi-même. À Winnipeg, on est allé dans le studio et on a partagé des histoires, on s'est parlé, on a essayé de comprendre. On ne pouvait pas vraiment expliquer quel serait au centre de ce ballet parce qu'à l'époque, on n'avait pas de script. On avait juste un sujet général. Mais à mon avis, encore une fois, d'avoir un script devant moi, ça voulait dire très peu, à moins que je puisse créer une relation profonde avec les gens qui allaient créer la musique ensemble. Et comme j'ai dit, je m'occupais de la musique. Je ne peux pas parler pour les danseurs, pour le script. J'ai jamais... Je dois dire que lorsqu'on est arrivé à Winnipeg, et je suis désolée, peut-être que c'est peut-être juste une histoire personnelle qui n'a rien à voir avec la vue d'ensemble, mais lorsqu'on est arrivé à Winnipeg, lorsqu'on est allé à Winnipeg au studio, Tania, qui a voyagé partout dans le monde, et elle travaillait avec toutes sortes d'artistes, on est allé dans le studio, on a commencé à improviser. Steve hésitait parce qu'il voulait savoir qu'est-ce que ça voulait tout dire. Et au début, Mark et moi, on ne pouvait pas beaucoup l'aider parce qu'on ne savait pas trop. Donc, c'était une approche assez étrange pour nous. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait. Et on ne connaissait pas trop sur le sujet. Et je me souviens très bien, parce qu'on a passé 3 jours dans le studio, mais à la fin de la deuxième journée, on n'avait presque rien fait. Et ça commençait à nous inquiéter. Et en même temps, plus Steve hésitait à nous donner sa musique, à partager sa musique, plus on a commencé à comprendre que ça n'allait pas se produire à moins qu'on puisse vraiment être plus transparent. La 3e journée, on est allé déjeuner et c'est là où on a eu un débat sur le contrôle des armes à feu. Et on ne s'est jamais entendu là-dessus. On maintient toujours nos propres positions concernant cet enjeu. Mais ce qui est intéressant après ça, c'est que vu qu'il n'y avait plus d'hypocrisie, on s'exprimait librement. Et ensuite, on est allé au studio et Steve a commencé à partager ses chansons avec nous. Et s'il y a une chose, un point positif que je peux dire concernant tout ça, les choses négatives que vous avez dit, je suis d'accord avec vous. Je peux vous dire que j'avais tellement d'anxiété dans ce projet qu'à un moment donné, je pensais que j'étais en train d'avoir une crise cardiaque. Et je suis allée à l'hôpital. C'était pas une crise cardiaque, mais c'était une crise d'anxiété.
Et ça décrit un peu ma situation pendant 8 mois. Il y avait beaucoup de pression. Je pouvais presque pas dormir. Une chose qui est ressortie de tout ça, c'est un jour, j'ai envoyé des échantillons à Steve. Et j'ai dit, Steve, je dois savoir où j'en suis avec tout ça. Et pas un niveau esthétique ou culturel, mais écoutez ceci et dites-moi, est-ce que vous vous entendez? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que c'est quelque chose qui vous touche là-dedans? Et la réponse que j'ai eue, je pense que la seule chose que Steve a dit, c'était en passant, mon nom crie, et ensuite il m'a donné son nom crie. Et j'ai dû demander, c'est quoi la signification du nom? Puis il a dit, vous êtes frères, vous êtes amis. Et cette amitié, vous savez, si on enlève tout et qu'il me reste seulement mon amitié avec lui, c'est assez pour moi. Et une autre chose que je veux dire, lorsqu'on parle de... Je dois dire que pour ceux d'entre vous qui ne connaissaient pas bien les Cray Singers, c'est qu'ils ont été nommés pour le prix des Grammys plusieurs fois. Ils sont apparus aux Grammys plusieurs fois, y compris cette année. Ils n'ont jamais été nommés pour un Juno, un prix Juno. Et cette année, ils ont été nommés pour un Juno. Ils ont gagné dans la catégorie les plus sacrées, donc dans la musique, l'enregistrement classique de l'année. Et à mon avis, de certaines façons, si vous voulez parler d'où ça a commencé, c'est là où il commence à y avoir de la justice. Vous savez, et je suis tellement fière. J'ai été nommée dans la même catégorie et j'ai perdu. Et je crois également que ça aussi, c'est juste. Et je suis tellement incroyablement fière de lui et du fait que ce qu'ils font dans leur propre culture est en fait de la musique classique. Et le fait qu'ils ont été nommés dans la catégorie de musique classique, qui normalement c'était toujours pour une culture différente jusqu'à aujourd'hui. Ça, à mon avis, je retournerai et je ferai les choses exactement de la même façon. Merci. Merci, Christos. Je peux voir que tout le monde veut prendre le micro en même temps. Je le vois dans les yeux de Christine. Et c'est un bon point. Maintenant, peut-être qu'on peut parler de l'avenir. Si vous voulez prendre le micro, prenez-le. Je peux voir que... Il y a eu certaines choses que j'ai vues sur la scène. Et je ne sais pas si j'ai dit ça plus tôt, mais il y avait des imitations de danseurs qui prenaient de la cocaïne. Et je pensais que c'était inapproprié. Et en tant que chorégraphe, j'étais choquée que quelqu'un créerait ce mouvement. Parce qu'à mon avis, c'est pas correct. C'est pas correct. La scène du viol, c'était inapproprié. Et nos hommes ont souffert d'abus sexuels et ils souffrent toujours d'abus sexuels dans nos communautés. Et c'est quelque chose qu'on vient de commencer à aborder. L'alcoolisme, c'est un autre enjeu. Donc, ce sont des stéréotypes qui alimentent la pensée du public. À mon avis, quelque chose qui est positif, c'est tellement une question d'intention et une approche à une œuvre. Lorsque j'approche une œuvre en tant que chorégraphe, il n'y a pas une personne, un individu qui est meilleur que l'autre. Chacun d'entre nous, nous avons un cadeau à offrir et ça peut aller de la musique aux danseurs, à la personne qui balaie la scène ou les gens dans le studio. Chacun d'entre nous
nous sommes tous aussi importants les uns les autres. Et ça élimine ce système hiérarchique. Et dans le travail que je fais, avec des plus grandes productions, à tous les jours, parce que ça devient tellement puissant et ça devient une entité lorsqu'on fait les bonnes étapes, lorsqu'on suit les bonnes étapes. Et lorsque je travaille à tous les jours, je dois demander des conseils afin que je puisse faire les bonnes choses parce qu'il y a tellement de force qui interjoue, si on veut, avec ça comme et avec l'art et avec la vie. Donc, oui, il y a beaucoup de pièces, d'œuvres incroyables ou des morceaux incroyables, extraordinaires avec la musique, mais c'est pas acceptable. Et pour quelqu'un qui a de la difficulté à exprimer l'art, qui a de la difficulté à mon histoire, l'histoire de ma famille, que je n'obtiens pas un sou, et quand tu poses la question au Canada Council, tu dis, comment vous permettez ça? Tu dis, c'est la faute du Royal Winnipeg Ballet. Et moi, je regarde le conseil, je me dis, comment est-ce que je vais parler à ces gens-là? Donc, je suis très heureuse d'être ici pour partager, exprimer d'où je viens, parce que les choses doivent changer et ça va nous mettre mal à l'aise et ça sera effrayant et des choses se produisent lorsqu'on a peur. Lee, je vais sur quelque chose rapidement. Il faut que je fasse ça parce que ça suit son... Je veux faire un suivre Christine parce que je pense que vous avez dit que vous voulez faire une pièce canadienne. Donc, voici une histoire qui m'est arrivée. C'était en 1989. Je venais juste de faire I, Woman et j'étais pour faire une lecture à l'Université Calgary. Et Anne Green, qui organisait le Festival des écrivains, l'organisait. J'étais la première personne autochtone indigène à être invitée au Calgary International Writers Festival. Ces 7 femmes étaient là. Elles étaient ukrainiennes. Ils avaient 90 ans à peu près. Et ils m'ont dit qu'ils sont venus au Canada avec la première vague d'Ukrainiens en 1905. Et on les a fait passer à travers la grande fonte, si on veut, du printemps au nord de l'Alberta. On les a mis là et on leur a dit de faire pousser du blé. Je ne sais pas si vous le savez, mais le blé exige une saison longue de croissance et certainement, il devait l'hybridiser. Donc, ce premier hiver, il commençait à manquer de nourriture et des petites filles, un groupe de petites filles de l'autre côté du lac, des filles autochtones sont venues leur donner des baies et kimekine et quoi que ce soit, du poisson séché. Et le prochain printemps, ils ont dit qu'ils reviendraient leur montrer comment les attraper et de survivre l'hiver qui suivrait. Donc, ça s'est produit ainsi. Ils sont allés cueillir des baies, ils ont attrapé des lapins, tous ces genres de choses. Et en septembre, ils ont disparu. Et l'été, il y en a 2 qui sont revenus plutôt que 6. Et la fille a dit, mais où sont les autres filles? Et elles ont dit, chut, on n'en parle pas. On parle pas d'elles. Bon. Et la prochaine année, la même chose s'est produite. Le même été, ils sont allés chercher des baies. Et lorsque les filles, au mois de septembre, ont quitté, ils sont pas revenus. Et finalement, après 3 ans, elles n'avaient plus d'amis. Et ils ont arrêté de poser la question. Ils ont continué leur vie. Ils ont oublié ces filles. Mais il y a une femme qui les appelle, était déménagée à Lethbridge. Elle dit, écoute, il y a une fille indienne ici qui est partiellement métissée de notre secteur et elle fait une lecture à Lethbridge, à Calgary. Peut-être qu'elle sait qu'est-ce qui s'est passé à ces filles. Et je savais. Ils m'ont demandé qu'est-ce qui s'est passé avec ces filles et c'était Bryce qui avait laissé un enregistrement. J'ai dit, elles sont décédées dans le pensionnat. Et c'était dans la grande ère, si on veut, de la mort des enfants dans les pensionnats. Et ça fait partie de la vérité dans ce processus de réconciliation
qui n'est pas officiel, parce que le gouvernement ne publiera pas ou ouvrira pas ses dossiers, le nombre de gens qui sont décédés. Ça, c'est l'histoire canadienne. Ça, c'est l'histoire qu'on aurait dû entendre. Bon, je crois que ça cadre avec ce que j'étais pour dire et davantage. Donc, Going Home Star a ouvert une conversation en général, mais ça n'avait pas vraiment adressé la représentation publique et sur les termes de qui cette représentation a lieu. Par exemple, actuellement, si vous voyez une représentation de cette pièce du côté du Centre national des arts, les gens verraient ce qui ressemble à une danseuse chinoise, eh bien, petite fille écolière, et c'est supposé de représenter les difficultés auxquelles ont passé à travers lesquelles ont passé les peuples autochtones. Et c'est un peu, ça cadre un peu bien lorsque vous dites que comment le Canada préférait avoir quelqu'un le représenter que vraiment conter l'histoire réelle ou véridique. Et cette porte était ouverte. Les prochaines étapes pour moi, c'est d'établir cette représentation et ces termes sur comment c'est fait. Exactement. Jeff, peut-être vous avez votre mot à dire? Dans le contenu et tout, je crois que on a entendu, si on écoute, c'est très important, mais il y a des choses qu'on doit apprendre en termes d'institutions. Et, par exemple, The Excessive Reader, qui est devenu un ballet en 1971, c'est un ballet. En 2015, on a fait Going Home Star. On a présenté Going Home Star. En 1971 et 2015, combien de danseuses autochtones se trouvent dans le Winnipeg Ballet? Combien de chorégraphes indigènes, autochtones sont représentés dans ces sessions? Et que faisons-nous si on va se foutre le nez dans ces questions d'une façon ou l'autre? Qu'est-ce qu'on va faire en tant qu'institution pour faire que ces choses aient un impact ou une valeur? Et j'ai trouvé ça très étrange lorsqu'on en a parlé la première fois. On a regardé, si on veut, on a fait le tour de notre organisation. Et que représentons-nous, honnêtement? On est dans une ville, dans une province qui est 13 à 20 % autochtone. Tous les danseurs, à l'exception des danseurs, viennent d'ailleurs. Et cette fille, c'est une danseuse de Winnipeg, elle n'est pas autochtone. Donc, ce que nous avons fait dans ces institutions, qu'est-ce que nous avons fait? Ce qu'on vient juste de dire sur la femme sur la photo au Centre national des arts, est-ce que c'est supposé de représenter l'art autochtone? C'est étrange. Quelle forme d'artiste, forme artistique européenne avec une asiatique représente l'art autochtone. Donc, quelle est notre responsabilité en tant qu'institution? Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce qu'on va rendre possible? À quoi on va s'ouvrir? Et je crois qu'on doit vraiment réfléchir. Ça faisait partie de mon éducation, partie de notre éducation, lorsque on a fait cette présentation. Est-ce que quelque chose va en ressortir? Ça va résulter en quelque chose? Je ne sais pas. Et l'autre chose auquel j'ai réfléchi, qu'est-ce qu'on en tire, nous? Et je vois beaucoup de choses, mais c'est quoi au juste nous? Ou c'est qui au juste nous? Donc, on a partagé un peu d'une histoire avec une population majoritairement non autochtone. Mais est-ce que c'est suffisant? Il faut se demander qu'est-ce que ça veut dire. Quelle est la signification? Il y a des artistes extraordinaires en termes de danse. Je regarde ce que Sandy Smith fait à Toronto, Sandra Laurent, sa compagnie fait. Et une question très importante, c'est pourquoi? Quel est le contenu? Qu'est-ce qui est derrière ce que nous faisons, ce que vous avez soulevé? Et je pense qu'en tant qu'institution, on devient institutionnalisé et on fait des choses parce qu'on peut. Peut-être pas parce qu'on devrait, peut-être pas parce qu'on veut, ou peut-être même parce qu'on le comprend. Et je pense qu'en institution, et nous représentons tous des institutions, il faut revenir à une base de c'est quoi l'art au juste? Est-ce que c'est de répéter la bonne note au bon instant, ou est-ce que ça a une signification derrière cette note et de comprendre cette signification? Donc, ce sont des choses qui ont été apportées à mon attention aujourd'hui.
Et je vais donner quelques notes de suivi, si on veut, sur ça. Et ce que ça déclenchait avec moi, le Centre national des arts et l'embauche du premier réalisateur autochtone. Donc, c'est un processus qui a pris du temps. Et c'est un processus... donc, avec les candidats, ils sont rentrés dans les communautés pour rencontrer les membres de la famille et les amis. Donc, c'est un modèle maori, si on veut, qui est assez intéressant. Mais ma question, je faisais partie de ces cercles pour un des candidats. Et j'ai demandé quel était leur représentant de conseil au FN et ANC, et ils n'en ont aucun représentant. Et ils lancent Lorsque j'ai posé la question immédiatement, il y avait une résistance du Centre national des arts qui disait « On planifie l'avoir, mais c'est très difficile. » Et c'est la bureaucratie. Je dis « Écoute, je travaille dans la bureaucratie. » Et ces processus peuvent être accélérés et ça peut être réglé. C'est à vous de le faire. Et voici une idée novatrice. Si on veut se distancer du tokenisme, pourquoi pas juste un membre? Pourquoi pas avoir juste un membre autochtone du conseil? Et c'était très difficile de convaincre les gens au Ontario Arts Council. Lorsque j'ai commencé à soulever l'idée, mais pourquoi juste une personnes autochtones sur un panel non autochtone. Lorsqu'on parle des l'art du Nord, où 50% de la population de Thunder Bay, par exemple, est autochtone. Et j'ai rencontré assez de résistance parce qu'on commence à regarder la notion de puissance et des glissements, ça cause des glissements structurels de puissance ou de pouvoir. Mais c'est acceptable d'avoir 4 personnes de race blanche et une personne qui a le poids de ce panel qui représente la diversité des personnes autochtones. Mais les questions de la résistance, c'est beaucoup de travail sur ça. Bon, si on ne fait pas ça, comment qu'on peut au moins donner des outils pour protéger cet unique juge, si on veut. On va réviser notre déclaration sur les droits autochtones dans certaines sections. Donc, il y a beaucoup de choses pratiques. Ça prendra quelques jours. Je vais ajouter des faits additionnels qui sont nationaux. Actuellement, à l'intérieur de tous les bureaux des ministres qui incluent les affaires autochtones, le patrimoine du Canada, il y a 8 membres de personnel sur la colline parlementaire, et dont un, c'est un gardien de sécurité. Il y a un bureau il y en a un dans le bureau des affaires autochtones. Et donc, ces 2 personnes donc il y a 2 personnes dans ce bureau qui représentent tous les autochtones. Ce sont les bureaux qui décident d'élaborer des projets énormes, projets autochtones énormes. Donc, et la consultation, elle, c'est quoi lorsqu'on est confronté à ça. Alors, je sais pas, peut-être je devrais peut-être pas parler, je devrais modérer, mais lorsqu'on regarde la plus grande image, on veut, je sais, tu fais jamais juste de la modération, je sais, mais si on regarde le tout, il y a tellement de choses en question, et en tant qu'institution, ce sont les contraintes auxquelles que vous devez surmonter. Et je veux reconnaître la personne solidaire qui a tapé des mains lorsqu'on a parlé de la conversation d'équité. Merci. Je pense que c'est simple. Un des appels à l'action, c'est l'égalité financière. Je ne sais pas si vous savez, mais pour chaque dollar que le fédéral vous donne, nous, on retient 2 cents. Tout le monde dit « Ah, le gouvernement nous donne tout cet argent. » Non, c'est faux. Il prend de l'argent. Des milliards de dollars par année sortent de nos territoires et très peu revient. C'est lessivé ici. Vous ne le voyez pas parce que le gouvernement ne dit pas « Canada a donné des Blancs un chèque à des Blancs, un chèque en blanc à des Blancs, si on veut. » Ils ne disent pas comme ça. Ils disent le fédéral négocie avec la province sur le montant qui vont subventionner le TTC ou LRT ou les hôpitaux, l'éducation, etc. Donc, l'égalité financière, c'est le gros point sur les appels d'action. Si le ballet de Winnipeg sera subventionné ce qu'ils reçoivent, mais quelque chose de aller, Madame
Friday et Nathalie pour les programmes de danse et Penny Cucci et Christine. Je suis désolé, j'ai un blanc. Je pense que c'est simple. Arrêtez de réfléchir, Canada, que vous pouvez... Arrêtez de penser que vous parlez pour nous. Merci. Steve, j'ai l'impression que tu veux dire quelque chose. J'ai un commentaire. Combien de Canadiens ici? Levez la main si vous êtes Canadien. Levez la main. Deuxième question. Combien de gens de traités ici? Combien de gens de traités? Moi, je suis Colombie-Britannique, moi. Fait que, alors, vous savez, les Premières Nations ne sont pas les seuls gens de traités au Canada. Tous les autres personnes sont des personnes de traité. C'est l'autre moitié du traité. Et ce que je dis, c'est valide. Et ça a rapport à ce qu'elle dit sur les dollars. Parce que si on regarde ça, à l'époque, quand les gens sont arrivés ici, ma compréhension, c'est qu'il y a eu des traités qui ont été signés et il devait y avoir une division ou un partage de la richesse. Et c'est ce dont vous parlez. Tout devait être partagé. Il y a des milliards de dollars qui sont extraits en ressources de cette terre. Pourquoi est-ce que c'est exactement ce que vous dites? C'est qu'on ne reçoit que quelques sous, si on veut, et c'est présenté à la télévision et les journaux, c'est diffusé, c'est presque comme une cible pour les autres. Et je crois que si le gouvernement du Canada avait en réalité respecté ce qu'ils avaient établi, on serait en meilleure posture, même avec les États-Unis. Et ce que je veux dire, c'est comme Christos a dit au sujet de la musique, c'est la raison pour laquelle j'étais là. Pas les prix, la reconnaissance, ça va, mais c'est pas pourquoi je fais ça. C'est quelque chose avec lequel j'ai été élevé. C'est quelque chose qui me passionne. Je le fais parce que je veux inspirer les jeunes des Premières Nations pour croire dans leurs œuvres artistiques. Et ils ne sont pas obligés de copier qui que ce soit d'autre. Ils peuvent être eux-mêmes. Ils peuvent aspirer à réaliser de grandes choses. Et c'est la seule raison pour laquelle je fais ça. Aujourd'hui, mon fils, et je suis très fier de lui, il a pris un tambour et il va à une petite célébration. C'est pas une question d'argent, c'est pas une question de récompense, c'est ce que nous sommes, c'est qui nous sommes. Et c'est l'art pour nous. C'est notre art. Ça commence avec nous, quoi. Donc, je suis conscient du temps et je m'assurer que les gens ont le temps pour poser leurs questions. Je voulais aussi souligner que nous sommes ici pour donner des réponses. Cette conversation pourrait continuer pendant 5 heures ou même 10 jours. On ne fait que gratter la surface et je suis conscient que Christos ne s'est exprimé qu'une fois. Il utilise Internet pour il parle de très loin, quoi. Donc, quelqu'un, s'il vous plaît, levez-vous pour poser une question. Je sais que vous êtes en mesure de le faire. Bonjour. Non, ça.
Je m'appelle Simon Ouellette et je travaille pour l'Orchestre symphonique de Thunder Bay. Je suis toujours un petit nouveau dans cette communauté, ça fait 1 an et demi que j'y suis. Et souvent, je suis d'origine coréenne, mais adoptée. Donc, j'ai cette perspective qui est très unique lorsqu'il est question de ma communauté parce que je suis étranger, qui a grandi au Québec. Je vous apporte le micro ou non? Vous pouvez monter ici. Donc, je crois que j'ai cette perspective très unique de ma communauté. Je suis étranger, j'ai grandi au Québec et maintenant je suis dans une communauté anglophone avec une très petite communauté francophone et nous avons des Premières Nations qui habitent dans notre communauté, qui est leur communauté et nous, on essaie de les accueillir, être ouvert à eux, mais je pense qu'on le fait aussi parce que faut le faire pour plaire à nos commanditaires parce que c'est bien, tout est lié à le financement et le budget et tout. Si on pourrait devenir des alliés avec vous pour non parler en votre nom, mais défendre, vous soutenir, et comment pouvons-nous nous assurer qu'on peut réaliser les choses parce que actuellement, la façon que je me sens, c'est la façon qu'on tend les bras vers les communautés autochtones. C'est peut-être pas la meilleure façon. Donc, quelle est la façon la plus respectueuse de le faire? Et est-ce que c'est à nous d'aller vous rencontrer ou est-ce qu'on attend que vous venez nous voir? Parce que c'est une autre question avec laquelle j'ai de la difficulté. Qui voudrait répondre? Je vais juste le dire encore, monsieur. Peut-être vous n'aviez pas entendu ce que j'avais dit, donc je vais le répéter encore. Si tu ne veux pas le faire, dites « je ne le ferai pas ». Ce que les 94 appels à l'action proposent, c'est l'égalité de financement. Et ça, c'est ce qu'on veut que vous fassiez, c'est que vous preniez la défense en notre nom, avec ceux qui donnent de finances, qui devraient avoir un financement égal. Je ne sais pas si vous savez, le Conseil canadien nous a donné des miettes de pain il y a 20 ans. Le nombre d'artistes a multiplié de 10 fois et ils nous ont augmenté le financement par 3. Et on a moins d'argent qu'on avait à l'époque. Et ça a commencé, mais ça a augmenté avec les Canadiens, si on veut. Donc, l'égalité du financement, c'est ce qu'il nous faut. C'est ça ce qu'on veut. Donc, si vous ne voulez pas le faire, ça me va aussi, ça. Christine? Je me sens quitter parce que j'étais pour partager quelque chose que demander pourquoi voulez-vous tendre les bras, contacter les membres de la communauté. J'essaie de déterminer encore une fois. C'est vraiment une question de l'intention. C'est qu'est-ce que vous essayez de réaliser en communiquant avec les gens? Une bonne façon, c'est de trouver un artiste et pas juste un genre d'artiste. Je pense que vous pourrez trouver un artiste contemporain et un artiste plus traditionnel, si on veut, et chercher quelqu'un dans votre secteur. Je suggérais Don Cavanaugh. Donc, quelqu'un qui est enraciné dans la région et qui est artiste pour aider à créer ce dialogue. Et parce qu'il saura et aller aux communautés, à des rencontres qui ont lieu, il faut vraiment faire un effort pour vraiment être présent pour y aller. Moi, je vais rajouter aussi, même pour prendre du recul de votre question, de comment tendre les bras vers ces gens. Et parce que nous avons ce langage dans les institutions où ce qu'on entend ça, on comprend, on présume que ça a été établi comme l'autre. Donc, ce serait bien de travailler quelqu'un comme Don, trouver quelqu'un qui est réputable et commencer à vous éduquer et l'organisation sur l'histoire autochtone, les droits autochtones
des gens originalement de cette région. Et lorsque vous êtes armé de ces connaissances, cette information, vous pouvez donc, après, essayer de tisser des relations de façon plus significative parce que vous êtes armé de la connaissance, d'avancer de façon plus sensible, si on veut, avec une bonne compréhension de l'histoire de cette région. Donc, ce serait ma recommandation. Comment ça, les gens qui vont financer comme le OAC, ça existe, si j'ai encore raison, essaient d'équilibrer afin que les priorités et disent pas d'aller rendre la symphonie autochtone, c'est d'essayer d'égaliser, si on veut, les inégalités historiques. Donc, si vous êtes une organisation autochtone, on va vous remonter. On essaie, j'imagine qu'ils essaient de remplir un écart, de combler un écart. Donc, mais c'est une question extraordinaire. Et il faut l'adresser d'une façon plus large. Je suis heureux que cette question ait été soulevée parce que c'est cette idée que le contact avec les communautés autochtones automatiquement est spécial et que ça a une considération additionnelle. Et celle-là, mais c'est comme si vous présentiez une symphonie et votre mandat est de couvrir une région qui a une population autochtone là, mais c'est votre groupe que vous devez desservir, quoi. Donc, c'est pas vraiment comment communiquer avec eux, c'est vraiment comment communiquer avec les gens que je dois représenter, les inclure dans ça. Donc, c'est pas un autre groupe, ça fait partie du groupe que vous devez desservir. Et il y a la conversation. Et j'ai traité avec ça récemment avec Folk Music Ontario, qui cherchait une façon d'augmenter l'auditoire autochtone. Il disait tous ces différents festivals de folk, ils réservaient ces artistes autochtones et il n'y a pas d'auditoire autochtone. Et il leur pose la question, est-ce que vous l'avez dit aux gens? Bon, on l'a mis dans les journaux, mais peut-être qu'ils ne lisent pas le journal. Ou se trouvent ces populations autochtones. C'est tout comme un francophone. Communautés anglophones, francophones ont différentes publications et ne lisent pas nécessairement la publication des autres. Si vous voulez rejoindre ou communiquer vers un groupe, vous faites la promotion vers ce groupe ou à ce groupe. Et j'ai dit très précisément, allez au conseil de bande et dépensez de l'argent pour faire la promotion de votre groupe et assurez-vous que cette promotion exprime comment vous êtes un espace sécuritaire, que vous êtes intéressé d'avoir cette conversation. Ouvrez la porte, simplement, parce que c'est tout ce que vous pouvez faire. Et ils vont vous éduquer, soit en vous disant d'aller vous éduquer, vous instruire avant ce que vous aurez dû faire, ou peut-être vous l'avez fait, ça se transforme en amitié. Catherine? C'est une question pour tout le monde. Sur le panel, qui sont ici présents physiquement ou virtuellement. Je suis Catherine Carlton, directrice exécutive de Orchestras Canada. Je vais faire une déclaration avant de grande gratitude, profonde gratitude pour vous tous de vous exprimer du fond de votre cœur. Et pour être ici aujourd'hui, votre générosité est extraordinaire. Je voudrais poser une question à chacun d'entre vous. Et Clayton, vous pouvez organiser qui répondra d'abord pour pas qu'on s'excite tous en même temps. Vous êtes chacun d'entre vous un artiste important et je devrais savoir sur quoi vous travaillez actuellement dans votre pratique artistique. Serez-vous prêt à partager avec nous sur quoi vous travaillez pour qu'on puisse en savoir davantage sur les choses qui vous passionnent et non simplement être le sujet du panel? Bon, peut-être que je pourrais le cadrer de façon... On va essayer de garder ça très bref, s'il faut passer à travers le groupe au complet, comme peut-être 5 minutes maximum. Et je dois aussi contextualiser les choses en disant comment ces différentes expériences comme Going Home Start ou qui ont... Donc, comment est-ce que c'est dirigé sur quoi vous travaillez actuellement? Et si Christos est intéressé d'y aller en premier, j'aimerais entendre son point de vue. Oui, je serais heureux d'exprimer. Depuis Going Home Start, j'ai eu plusieurs projets, mais le projet qui est représentatif de mes intérêts actuels, c'est un projet qui s'appelle Symphonia
Et ça traite du changement climatique, déplacement des populations et migration. Et l'objectif de ce projet, c'était 2 secteurs précis où le changement climatique affecte l'Arctique et donc 2 régions différentes, l'Arctique entre autres. Et j'ai encore une fois donc engagé une chanteuse autochtone vient de Yellowknife. C'est une chanteuse de gorge qui peut lire la musique, donc elle peut entamer une conversation intéressante avec l'orchestre. Et je ne considère pas ça d'être... je ne considère pas que ce soit une question exclusivement autochtone, parce que le changement climatique affecte tout le monde. Donc, je suis plus à l'aise dans le mélange que je pense que j'étais avec Going Home Star. Et ce projet avait une première au mois de janvier à Winnipeg et on travaille à le développer davantage. Donc, le projet a 2 chanteurs, une Canadienne une Canadienne éduquée en série et l'autre, c'est la chanteuse de gorge. L'orchestre symphonique, stéréo, animation 3D et réalité virtuelle. Et nous développons une vidéo pour ça. Donc, c'est un projet qui m'intéresse à cause de l'aspect des droits humains et du fait que je sens pas que je suis complètement à côté. J'apprécie ces commentaires honnêtes concernant le sujet. Je pense que ça nous aide à définir l'inclusion des indigènes dans les projets et de ne pas rendre des projets soudainement autochtones. Est-ce que quelqu'un voulait ajouter quelque chose, Lee? J'écris beaucoup. Je viens d'écrire un article pour un projet de réconciliation canadienne. J'ai écrit 2 courtes histoires au cours de la semaine. Je réécris l'histoire du vison. Mon publicateur veut que ce soit dans la 3e personne au lieu de la 1re personne et je travaille sur une collection d'articles qui s'appelle Conversation avec les Canadiens. Je travaille également sur une réécriture d'une collection de poésie collaborative que j'ai fait il y a presque 3 ans avec d'autres femmes. On va travailler là-dessus. Ça s'appelle Hope Matters. Et entre-temps, je continue à écrire de la poésie. Je suis pas très productif comme écrivain. Depuis que j'ai quitté le Royal Winnipeg, je fais du travail indépendant, du travail de production indépendant. Un ami à moi voulait développer un spectacle depuis longtemps. Donc, j'ai essayé de faire des campagnes de financement pour cette production. C'est un consortium d'artistes partout au Canada. J'ai fait de l'écriture. J'ai beaucoup de milieux, pas de début, pas de fin, mais peut-être que je pourrais trouver la solution. Je manque de discipline. Et il y a un projet sur lequel Christa travaille que j'essaie de pousser un peu plus loin. Je travaille avec une entreprise qui fait des activités de réalité virtuelle et avec le projet de Tom Jackson, nous allons peut-être faire ça en ligne, en réalité virtuelle, avec l'idée qu'un jour ce sera un spectacle en direct. Donc, on joue avec des technologies différentes. Et en bout de ligne, j'aimerais aussi produire et présenter une série de danses à Winnipeg et au-delà. Il y a un trou au milieu du Canada où d'autres compagnies, d'autres artistes ne viennent pas. Et on va essayer de combler ce vide. Et ensuite, je serai en faillite à la fin de tout ça.
j'ai de créer une nouvelle œuvre qui s'appelle Maggie and Me. C'est une danse de guérison. Je vais être au Festival de danse canadien, mais pas au principal. L'année prochaine, je vais être présentée là. Donc, cette œuvre, c'est de connecter l'esprit, le présent et les rêves, et que nos dons, en tant que peuple Anishinaabe, sont là pour nous comme ils l'étaient il y a des milliers d'années, et qu'on peut se servir de ces dons. Donc, ça démontre ces mondes. Et à la fin, il y a une section d'improvisation. Donc, je brise le mur avec le public pour me connecter avec les gens qui sont présents pour pouvoir soulever les gens. Et ça, c'est l'aspect guérison. Donc, mon directeur est un mentor à moi, Robert Desrosiers. J'ai eu l'honneur de travailler avec lui. Et je travaille également sur une œuvre de Pedensky. Et c'était le mariage de la musique contemporaine, la danse contemporaine et la musique contemporaine. Et c'est d'une nation à l'autre et de reconnaître la signification culturelle que nous avons tous dans nos communautés, qu'on n'est pas juste un gros groupe d'Autochtones, de culture autochtone. On est tous uniques. On est aussi unique que le territoire qui représente le Canada. Parce que nous sommes des peuples et nous sommes une représentation du paysage. D'où je viens, ça fait partie du bouclier canadien. Et si on enlevait toute l'eau, c'est comme si on habitait dans les montagnes. Donc, et on est des gens de plantes médicinales, donc on est des guérisseurs. J'ai aussi lancé une compagnie qui s'appelle Popcourse Performance, et Popcourse, c'est un esprit, un Manitou, qui a été laissé de côté. Ça, c'est un peu moi, mais il faisait du divertissement aussi. Donc, j'ai été très inspirée par cette œuvre et je dois, même avec une mère de 3 enfants, j'ai 43 ans, mais je danse quand même. Il n'y a aucun âge où on doit arrêter de danser. Du moment que je suis en santé et que je continue à prendre de bons choix, bien, je vais danser. Je ne sens pas comme si je suis arrivée au bout de ma carrière. Cet été, je vais faire un camp de danse dans ma communauté. Donc, j'improvise un peu, mais j'essaie de m'établir en tant que compagnie afin qu'on puisse voir qu'il y a d'autres artistes de danse autochtone contemporaine. Bien, il y a plus de choses, mais je vais m'arrêter là. Ma vie, c'est mon art en ce moment. J'ai été en traitement pour le cancer pendant 1 an et demi, alors c'est toujours bien d'être inclus lorsqu'on se sent isolé. Mais ça a été une expérience transformative parce que j'ai vraiment créé un lien avec mon côté autochtone et j'ai découvert que notre don en tant que peuple des Premières Nations, c'est qu'on est vraiment des guérisseurs. En tant que nation, on est reconnu pour ça. Mais il y a encore des gens qui travaillent en tant que guérisseurs. Donc, de passer à travers le traumatisme du système de soins de santé occidental, je savais que pour survivre, je devais tendre la main vers le premier aîné que j'ai vu. Et je me suis assise avec lui et il a dit, « Pourquoi est-ce que tu as attendu si longtemps? » Et j'ai dû me regarder et me dire, j'ai défendu les droits des Autochtones dans cet espace public et ça a mené à un processus créatif. Donc, lorsqu'on
Je comprends qu'on a beaucoup d'outils dont on sert qui sont des rappels. Donc, même lorsqu'on fait quelque chose pour des institutions, de reconnaître le territoire ou lorsqu'on donne du tabac, les gens ne savent peut-être pas pourquoi on fait ça, mais éventuellement, si on le fait assez souvent, peut-être que les gens vont poser la question. Et la vie peut être un processus créatif. Les cérémonies nous apprennent comment. Il y a aussi un processus lorsqu'on a vécu une transformation. Il y a un processus d'intégration. Donc, je crois que je me sens pas reconnaissante, mais je me sens très chanceuse. Et parfois, lorsqu'on parle de décolonisation, je me sens, lorsque j'ai pu m'indigéniser, il y avait des gens qui étaient là pour moi. Je ne sais pas comment ce ne serait de ne pas avoir ce côté autochtone. Donc, je suis très reconnaissante pour ça. Et éventuellement, j'espère commencer à écrire et à développer des programmes autour de ce concept de sécurité culturelle, parce que je pense que c'est un bon cadre de travail et c'est tout ce que je vais dire. Merci de l'invitation. Merci. Je fais pas beaucoup de choses en ce moment. Mon groupe Northern Cree va commencer sa tournée la semaine prochaine à Winnipeg au prix de la musique autochtone. Et récemment, on nous a demandé d'aller en Australie pendant 4 semaines cet été. Par contre, comme je disais plus tôt, on veut toujours demeurer authentique envers nous-mêmes et on fait un powwow traditionnel. On est des chanteurs traditionnels de powwow. Donc, lorsque nos gens nous demandent de venir chanter, on s'occupe d'eux en premier. Donc, on a plusieurs concerts en Amérique du Nord à toutes les fins de semaine après Winnipeg. Nos propres célébrations estivales, nos powwows, où mon groupe fait plusieurs célébrations et entre-temps, on va aller à plusieurs festivals. Je mentionnais qu'on va être à Toronto le 14 pour un festival et à d'autres endroits également. Donc, on va être assez occupés suite aux Grammys. Ça a vraiment dynamisé notre groupe et c'est une bonne chose. On est très occupés. Je travaille sur une mémoire depuis 15 ans. Et en fait, c'est pas une mémoire pour moi, mais c'est plutôt pour notre groupe et nos voyages, nos déplacements. Et j'avais travaillé avec un ami, David Bouchard, sur des livres d'enfants. Et c'est lui qui m'a dit, tu devrais publier. Et j'ai dit, je peux pas faire ça en ce moment. Je pense que ce serait préférable de publier une fois que j'aurai fini de voyager et lorsque je serai plus près de la maison, parce que j'ai mis des choses là-dedans comme, je dis toujours que la vérité, parfois, peut être assez difficile à digérer, comme les choses dont on parle ici. Il y a des choses que je discute concernant les groupes de powwow. Ils ne sont pas aussi spirituels qu'il voudrait le laisser entendre. Donc, je vais probablement publier ces écrits une fois que j'aurai fini de voyager. Maintenant, mon plus grand projet est avec mes élèves et mon école. Nous avons un théâtre de danse qu'on a créé avec les 7 danses autochtones traditionnelles, les grands tambours, les petits tambours, la flûte autochtone. Et c'est une présentation de 35 minutes. Il y a une chorégraphie spécifiquement pour d'autres écoles. Comme j'ai mentionné, on va éduquer les gens dans les écoles et on fait notre part. Donc, c'est ce qu'on fait. C'est probablement mon plus grand projet en ce moment et je suis bien excitée pour mes élèves. À part ça, mon groupe a un nouvel album qui va sortir bientôt. Ça s'appelle Mugexipau. Ça veut dire bon matin. Et c'est basé sur notre peuple
qui se tiennent finalement debout et qui commencent à s'exprimer. C'était pas une de vos chansons, hein? Non, non. Alors, nos gens qui commencent à s'exprimer, et tous les peuples, hein, tous les gens en général, on veut qu'ils soient conscients de la mère nature et de tout ce qu'elle nous donne, et de la protéger, et de protéger les choses qui sont importantes dans notre vie. Donc, ça va sortir bientôt, et c'est ce que je fais en ce moment. Merci de m'avoir écouté, et merci de m'avoir invité, Catherine. J'apprécie beaucoup. Donc, je ne vais pas vous parler de ma pratique des arts, mais je vais vous parler de ce que je fais parce que je ne veux pas trop en parler, mais je veux reconnaître la lourdeur de ces rôles culturels et des droits humains et de l'impact que ça peut avoir sur les gens. Et à chaque fois que je parle en public, je reconnais le fait que je parle seulement pour moi-même. Souvent, je reconnais les gens qui m'ont demandé de parler pour eux ou les gens qui m'ont demandé de les représenter. Et c'est très important de comprendre qu'on a beaucoup de responsabilités lorsqu'on est mis dans ce genre de position. Et j'ai entendu la référence du contexte de nation à nation et de l'éducation, et ça me fait penser à mon passé en ce moment. Mon cheminement, ça a été de demander au gouvernement fédéral d'avoir une définition légale lorsqu'il parle de l'art autochtone. Et qu'est-ce que ça veut dire? Parce que maintenant, ils se servent de ce terme de façon très large et ça n'a aucune implication. On a aussi un gouvernement qui dit de nation à nation publiquement, mais si quelqu'un va faire un Google de nation à nation, il n'y a aucune définition pour répondre, pour nous dire ce qu'entend dire exactement le premier ministre. Donc, lorsque les gens entendent ce genre de mots, ils doivent aller chercher une réponse. Donc, lorsqu'on parle d'éducation, il y a tellement de travail à faire, tellement de travail à faire. Et au nom du panel, je vous remercie de nous avoir écoutés. Et je vous dirais également que tous ceux qui ont des questions, j'ai l'impression que je cherche une direction. Ça ne me dérange pas de prendre plus de responsabilités. Si Catherine veut donner mon courriel et que vous voulez m'envoyer un courriel, oui, et je vais dire, bon, OK, je vais être prêt. Je ne vais pas faire des choses pour vous, mais si quelqu'un veut avoir de la direction, j'enverrai quelque chose à quelqu'un, je vais répondre, je vais vous envoyer des liens, parce que je vois qu'il y a des gens qui ont l'impression qu'il n'y a rien qui a été fait, qui n'ont pas un point de départ défini. C'est pas tout le monde dans la salle, mais si vous vous retrouvez là, que ça vous prend une poussée pour débuter le processus, bien, je vous pousserai. Donc, j'aimerais applaudir le public. Je remercie Christos, le modérateur, les panélistes, et j'aimerais remercier cet espace, les gens qui nous ont accueillis ici dans cet espace. Merci beaucoup. Merci à Catherine de nous avoir accueillis aujourd'hui. Comme toujours, je suis surprise par la générosité des gens qui ont accepté de parler à notre communauté et j'aimerais personnellement remercier Christos qui a répondu à un courriel. On a eu une conversation téléphonique à un drôle de moment de la journée. Il m'a encouragé à poursuivre la discussion. Il a impliqué ses collègues dans le dialogue. Et ensuite, la croissance organique de ce panel et l'opportunité de rencontrer et de parler à des gens extraordinaires dont les expériences, qui ont partagé leur expérience avec nous. Donc, merci à Steve, merci à Sarah, merci à Christine, merci à Jeff, merci à Lee, merci Playton, Christos, pour tout ce que vous avez partagé avec nous. Passez une très belle journée.